Tu te vois en vieux acteur, quand tu vieilliras, quoi tu vas ressembler? Il y a les vieux du cinéma, il y a Brasseur, il y a Simon. Comment jamais vieux? Non, je serai jamais vieux. C'est-à-dire? Moi, vieux, c'est pas dans les... On devient vieux à partir du moment où on a peur du lendemain. C'est à ce moment-là qu'on devient vieux. J'ai peur de jamais... J'essaierai de ne jamais avoir peur du lendemain. Tu aimes ta tête? Ouais, je me trouve beau. Ouais. Et si tu deviens chauve? Je suis déjà chauve. Je me trouve beau. Chauve, tu te plais? Ah oui, très bien. Je trouve que ça me donne un certain charme. La mort de l'acteur Patrick Devers cet après-midi à Paris, il s'agirait d'un suicide. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un homme en pleine gloire, en pleine jeunesse et en pleine ascension qui a été découvert inanimé cet après-midi à son domicile à Paris. On a eu du mal à imaginer qu'il se soit vraiment suicidé, comme tout semble le prouver, et d'abord la présence d'un fusil à ses côtés. C'est son domestique qui a découvert son corps en début d'après-midi et a alerté une voisine. Chez tous ses proches, donc, la stupéfaction et une immense tristesse. Patrick Devers était en train de devenir l'un des très grands de ce métier. C'était le 16 juillet 1982, la disparition de Patrick Devers, en plein été, un lendemain d'orage. Et quand l'orage s'est apaisé, je dirais que Patrick Devers l'était aussi. Hélas, et quelle grande perte pour le cinéma français, parce que Patrick Devers, c'était vraiment un acteur qui ne rentrait dans aucune case. Il était en train de devenir une star. Et malheureusement, ce mal-être qu'il a poursuivi toute sa vie a eu raison de lui. Alors, dans ce numéro consacré à Patrick Devers, j'ai essayé de trouver des documents qui nous parlent de lui de façon un petit peu différente, qui éclairent un peu plus la personnalité qui était la sienne. Et nous allons commencer par le début, bien sûr. Patrick Devers, c'est un enfant de la balle. Et quand je dis de la balle, pas de mauvais jeu de mots, il ne s'agit pas du tout d'une référence à son suicide. Non, c'était véritablement un enfant de la balle. Il est né dans le monde du spectacle. Sa mère était actrice, Mado Morin. On l'entendra d'ailleurs dans un témoignage assez troublant à la fin de ce numéro. Et donc, elle avait 6 enfants, 6 acteurs, les petits Morins, qui ont joué dans beaucoup de feuilletons. Alors là, on est en pleine ORTF. Moi, je suis un enfant de la télévision. Je suis né devant une télé. C'est là où j'ai appris beaucoup de choses. Et donc, Patrick Morin, puisqu'il tourne pendant presque 10 ans des dizaines de feuilletons à la télévision. C'est vraiment une figure familière du petit écran. Et donc, je vous propose de retrouver Patrick Morin. Il a 16 ans et il est interviewé sur son métier de comédien à la télévision. Le troisième des grands petits Morins, c'est Patrick, il a 16 ans. 16 ans, oui. Le visage de Patrick nous rappelle à tous quelque chose. Où l'a-t-on vu récemment à la télévision? Oh bah il y a 2 ans, dans la déesse d'or, c'était un feuilleton pendant 13 semaines. Ah, mais oui, bien sûr, et Ouais. puis encore... Puis encore des petites choses pas trop importantes. On a passé Misère et Noblesse à la télévision. Et puis dans pas longtemps, on va décentraliser la télévision française à Bordeaux, Ah bon? dans les forêts de septembre. Ah bon, et toi, tu Oui. joueras dans les forêts Oui. de septembre? Oui. Ah, très bien. Mais quand je suis arrivée ici, je t'ai découvert sur des livres de classe. Oui. On n'a pas l'air de badiner avec les études dans la maison Ah, Morin. mais pas du tout, c'est que maman veut que, parallèlement au métier de comédien, on fasse un autre métier, un vrai métier. Ah, maman veut que vous fassiez des études. Oui. Et toi, tu es en seconde. Oui, Et tu passeras le bachelor l'année prochaine, oui, espérons-le. oui, oui. Comment peut-on concilier le métier de jeune acteur et d'étudiant, quoi? C'est facile? Oh oui, c'est assez facile. De toute manière, il faut avoir des répétiteurs. Oui. Et quand on loupe un cours, on le rattrape automatiquement. Ah, quand même, ça marche. Oui. Et quand Merci. tu seras grand, quelle est la profession que tu désires exercer? Opérateur. Effectivement, c'est une profession parallèle à celle de comédien. Oui. Merci. Alors, je ne vais pas vous citer tous les titres des feuilletons dans lesquels Patrick Morin a tourné, l'abonné de la ligne U, la déesse d'or, Vive la vie, mais c'est en 1967, il a 22 ans, qu'il tourne un feuilleton qui va le rendre vraiment célèbre, qui s'appelle Jean de la Tour Miracle, et je vous propose justement d'en regarder un extrait. Oh, la paix, curé, la paix! Je vous dis que ce Castillac, moi, est une ignominie. Une pire espèce. Cette ignominie, monsieur le curé,
Cette pire espèce, mon père, possède une espèce de bijou. Vaut rien, d'où sors-tu? Seigneur Dieu, nous y voilà. Un miracle de pureté, de grâce, de charme et de clarté. Oui, il est vrai qu'on s'accorde à dire que cette jeune personne est d'une grande piété. Et on la respecte autant dans le pays que son père est peu estimé. Tonnerre, de qui s'agit-il? D'un trésor de cœur, d'âme et de générosité, mon père. Oui, toi n'oublie pas que je peux toujours, comme lorsque tu étais garnement, te botter le train et te faire rougir le museau. Mais pourquoi, mon père? Et puisque je viens, en vous assurant de toute ma vénération, et en vous priant de me pardonner si je commets une faute, sollicitez de vous l'autorisation d'épouser Mademoiselle de Castillac. Tonnerre! Tonnerre! Je veux dire, Seigneur Dieu. Mais sais-tu bien, monstre, ce que c'est que ce monsieur de Castillac? Je vous ai entendu tout à l'heure le traiter d'ignominie. C'est un caméléon qui passe, suivant les saisons de la politique, par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ni ami, ni ennemi, tout ami. Mais rien n'égale les vertus de Mademoiselle de Castillac. Les catholiques le prennent pour un huguenot, les huguenots pour un espion, et tous les honnêtes gens pour un bandit. Mon Dieu, mon père, je n'ai pas la moindre intention d'épouser le père, mais seulement la fille. Jean de la Tour Miracle. Et pour vous montrer à quel point Patrick Devers est devenu maintenant un nom connu et un visage reconnu du petit écran, il est l'invité, il fait partie des invités. Vous savez, autrefois, du temps de l'ORTF, le passage au Nouvel An, c'était quelque chose de très important dans les programmes télévisés. Et Télé 7 jours, par exemple, faisait un superbe numéro télévision spéciale Réveillon. Et Patrick Devers, le soir du 31 décembre, les émissions étaient en direct à cette époque-là. Ce n'était pas mis en boîte comme aujourd'hui, où on perd toute la saveur de la télévision. Je crois que quelquefois, on devrait revenir un peu aux bonnes vieilles recettes de l'ORTF. Peut-être qu'il y aurait des choses plus intéressantes à regarder. Et donc, le soir du Réveillon de 1967, le voici, Patrick Devers, en compagnie de Denise Fabre. Alors, vous allez voir, c'est un Patrick Devers qui n'est pas encore le Patrick Devers avec sa moustache, qui est le jeune premier. Regardez, Patrick Devers, lors du Réveillon de la première chaîne de l'ORTF, le 31 décembre 1967. Je n'en crois pas mes yeux. Tout à l'heure encore, il avait l'apparence d'un héros historique, et maintenant le voilà en smoking. Patrick Devers, c'est un véritable changement à vue. Non, enfin, Denise, vous ne voyez pas me promener dans mon costume de Jean de la Tour Miracle. C'est la Saint-Sylvestre ce soir, c'est pas le mardi gras. À propos de Jean de la Tour Miracle, vous pouvez bien me faire un petit plaisir, Patrick? Oh, mais même un gros, Denise. Eh bien voilà, je suis très curieuse. Laquelle des deux choisissez-vous finalement, Madeleine ou Corisande? Ah non, tout, mais pas ça. Non, ça je ne peux rien dire. Oh non, puis je ne le répéterai à personne. Puis ce sera mon cadeau de fin d'année. Non, soyez gentil, mon petit non, Patrick, dites-le moi. c'est impossible. Puis d'ailleurs, ce ne serait pas galant vis-à-vis des deux demoiselles qui briguent le cœur de Jean de la Tour Miracle. Vous ne pouvez pas me dévoiler un petit bout de la vérité? Non. Même un petit bout grand comme ça? Bon, comme ça. Oui. Petit bout grand comme Oui. ça. Non. Mais je peux vous donner un conseil. Regardez la suite du feuilleton. Le dénouement approche. Eh bien, en attendant, pour tromper mon impatience, je vais aller faire un tour du côté de l'Amérique. En fait, il y a eu vraiment Patrick Morin et Patrick Devers. Sa carrière est vraiment très longue. Il commence très jeune à se retrouver devant les caméras, mais en même temps, ce n'est pas vraiment ce qui lui plaît. Et là, je vous propose, vous savez, souvent, je vous dis, au lieu de vous raconter la carrière d'un acteur, c'est toujours mieux quand il la raconte lui-même, et en plus avec sincérité, parce que vous allez voir dans les interviews que j'ai trouvées et qui vont suivre, ce qui m'a frappé, c'est vraiment, je parlais dans la bande-annonce de modernité, mais en disant que pour moi, la modernité, c'était quelque chose qui traverse le temps. Ce n'est pas quelque chose qui est marqué dans une époque, mais au contraire qui correspond à toutes les époques. Et vous allez voir dans cette interview qu'il donne à la radio-télévision suisse, il parle aussi de façon pas irrévérencieuse, mais il parle vrai. Il n'est pas là pour faire un numéro. D'ailleurs, Patrick Devers n'était jamais là pour faire un numéro. Il était lui-même, et je crois que c'est une des grandes raisons pour lesquelles Patrick Devers parle encore aujourd'hui aux Français et aux spectateurs du monde entier. C'était quelqu'un d'extrêmement sincère. C'est tellement rare, la sincérité au cinéma. Donc retrouvez Patrick Devers qui nous parle des débuts de sa carrière et on se retrouve juste après. 26 janvier 1947, Patrick Devers, date de naissance, Saint-Brieuc, breton. Pure race.
Alors ça implique beaucoup de choses, hein, dans le caractère, non? Quoi? Si j'en crois la légende. Si j'en crois la légende, du caractère, un caractère fort, trempé, persévérant, entêté, non? Ouais, je crois qu'il y a des cons partout, même en Bretagne. J'avais horreur d'être acteur quand j'étais enfant. Donc ça passait pas du tout, j'étais très mauvais. J'étais pas bien, j'étais pas doué. Et même j'avais décidé de ne pas faire ce métier-là. J'ai fini par le faire parce que c'est la seule chose que je savais faire. Mais si j'avais réussi des études ou quelque chose, j'aurais sûrement tenté de faire autre chose. J'ai toujours été dans ce milieu-là, alors c'est pas un choix que j'ai fait. Oui, mais c'est la première fois au Café de la Gare que j'ai entendu des gens rire à ce que je faisais. C'est la première fois, j'ai eu un trou terrible, j'ai complètement oublié mon texte. J'avais jamais fait ça, j'avais toujours joué des jeunes premiers trous-ducs. J'avais une gueule à faire les jeunes premiers trous-ducs, et puis j'en restais là. Et la première fois que les gens ont ri, ça m'a fait un tel effet que j'en suis resté pétrifié. Miu Miu m'a annoncé, ça y est, j'ai vu Bertrand, il vient de me dire que c'est toi qui allais faire le film. Ah là, je me suis dit, ça y est, ma vie va changer, tout va changer. Et c'est vrai, ma vie a complètement changé à partir de ce moment-là. Je savais qu'un film comme ça allait fonctionner. Je savais qu'à partir de ce jour-là, je ferais ce dont tous les acteurs rêvent, c'est-à-dire faire du cinéma. Et dans des rôles importants. Gérard, lui, qui venait de Châteauroux, il avait fait de la tôle et tout ça, il se retrouvait dans son eau. Et alors, il prenait son pied hors du tournage à rigoler et à faire le même genre de conneries que ce qu'il y avait dans le tournage. Alors, ce qui fait qu'on ne s'arrêtait pas de faire ce genre d'aventure. Avez-vous l'impression que le public vous aime ou qu'il est proche de vous, qu'il vous comprend? Quel sentiment avez-vous là-dessus? Moi, je préfère penser qu'il m'aime. On peut tous imaginer. Je pense que le public varie, c'est-à-dire que la même personne, voyant tel film que j'ai fait ou tel autre, peut avoir des sentiments envers moi qui soient contradictoires, mais moi, je préfère penser que le public m'aime. Je pense que si je suis là, c'est parce que j'ai été, en quelque sorte, un peu élu par le public. On ne peut pas dire que ce soit les médias qui m'aient imposé, ni la profession du cinéma qui m'ait imposé au public. Je pense que c'est parce que le public m'aimait bien que les professionnels du cinéma ont décidé de me faire tourner, mais je ne crois pas que j'ai été imposé au public. Dans cette interview, Patrick Devers nous emmène à peu près jusqu'au début des Valseuses. Et donc, je vais reprendre la parole pour vous présenter des documents qui vont illustrer cette période. Et bien sûr, c'est la période du Café de la Gare, qui a vraiment été un moment très important dans sa carrière. Il vient d'en parler, vous l'avez entendu. Mais Patrick Devers a aussi cachetonné, comme on dit, et il a fait des publicités. Oh, il n'en a pas fait beaucoup, je n'en ai trouvé qu'une, et je vous propose de la regarder. Un petit apéritif et je voudrais du bacon. Voilà. Ah, des cacahuètes. Du fromage, puis des olives. Mais les noyaux, prenez plutôt des tomates. Croque Soleil, c'est le même goût, mais c'est plus léger. Je sais pas ce que dire maintenant. Et donc, c'est la période du Café de la Gare. Le Café de la Gare, c'est cette période mythique qui a fait éclore tellement de talents, Coluche, Miu Miu, Patrick Devers et beaucoup d'autres. Et je vous propose de retrouver Patrick Devers nous parler de son Café de la Gare. On commence toujours un truc, c'est très mauvais parce qu'on l'a pas répété. Puis ça finit par devenir un peu meilleur. Parce que à force de le répéter devant les gens, à force de le jouer devant les gens, on finit par trouver des tas de trucs. Puis comme évidemment on n'a pas de critiques qui sont venus, qui nous ont massacrés au départ, on a le temps de se remettre sur nos cannes. J'étais acteur avec la petite photo qui va se présenter, qui va dire, qui rentre dans un bureau, qui s'assoit tout péteux sur le bord d'un siège en demandant à un monsieur qui a tout dans les mains est-ce que vous voulez bien me prendre pour que je puisse montrer que je peux jouer? Et puis à partir du moment où on fait du café-théâtre, c'est-à-dire qu'on construit soi-même son outil, qu'on a son théâtre, qu'on écrit ses textes, on les emmerde, en gros, et puis on fait ce qu'on veut, et c'est là qu'on se trouve, très bizarrement. C'est une époque qui est révolue pour vous? Vous y retournez, vous les voyez, Oui, j'y retourne. Vous savez ce qui se passe dans les familles. C'est pareil, c'est comme une famille, le Café de la Gare. Je veux dire, on s'engueule,
Ou alors on s'engueule pas, on se fait la tronche pendant un an, et puis tout d'un coup, tac, ça y est, on retravaille ensemble. C'est ce qui m'arrive. Je veux dire que de temps en temps, bah oui, je rejoue au Café de la Gare. J'y ai rejoué cet été d'ailleurs. Cet été, j'y ai joué. Pourquoi? Bah parce qu'il y a eu une défection, il y a Guibet qui était parti tourner un truc, il y a Sota qui m'a téléphoné, qui m'a dit merde, il y a Guibet qui peut plus jouer son rôle, on doit jouer demain, est-ce que tu veux le reprendre au pied levé? Paf, paf, j'ai pris le machin, hop. Et puis je me suis retrouvé au Café de la Gare, et puis j'ai joué pendant 2 mois au Café de la Gare. Et puis j'étais ravi parce que tout d'un coup, paf, je me suis retrouvé avec des vrais gens, des trucs, et puis je me suis retrouvé, je me suis dit tiens, il y a des trucs que j'avais oubliés, tiens, le public il a changé, il est plus comme il y a 2 ans. Alors moi aussi il faut que je change. Alors c'est pour ça que maintenant je suis sûr qu'il faut que je rejoue sur scène, il faut que je rejoue au Café de la Gare. Il faut que j'y repense au moins une fois de temps en temps, oui, ça c'est sûr. Alors bien sûr, le premier grand film de Patrick Devers, c'est Les Valseuses, le film de Bertrand Blier, qui a été vraiment une petite révolution dans le monde du cinéma. Et c'est l'apparition du duo Depardieu-Devers, Devers-Depardieu, c'est comme on veut. Mais je n'ai pas choisi de vous montrer d'extraits de ce film, tout le monde les connaît. J'ai préféré, pour un premier extrait, choisir un film qui sort 2 ans après, en 1976, et qui, à mon avis, est vraiment très emblématique du jeu d'acteur et du cinéma de Patrick Devers. Il s'agit du film de Claude Miller, que j'avais interviewé il y a très longtemps. Claude Miller, très grand réalisateur. Sa filmographie n'est pas énorme, mais c'était un orfèvre du cinéma. On pense à L'Effronté, à Garde à vue, à Mortelle randonnée. Et dans ce film, La meilleure façon de marcher, on retrouve un Patrick Devers extraordinaire, on ne peut pas dire autre chose, avec Patrick Bouchité. Et je vous propose de regarder, bon, c'est l'histoire de 2 personnages, j'allais dire, qui sont aussi ambigus l'un que l'autre. Ça se passe dans une colonie de vacances, et ça se passe mal. Et c'est un film aussi sur l'identité. Et chaque personnage sait-il vraiment qui il est? Juste avant l'extrait de ce film, vous allez entendre Patrick Devers lui-même. D'ailleurs, sur le plateau, vous allez reconnaître Claude Miller. Patrick Devers nous parle de ce film, de son rôle. Et là encore, vous allez voir sa façon de parler sur le plateau de télévision, très libre. Il ne s'en laisse pas compter. Il dit ce qu'il a à dire. C'est Patrick Devers. Et aussitôt après, un extrait de La meilleure façon de marcher. Méchant le bon. Ah non, c'est plus compliqué que ça. Il y a du méchant et du bon dans les deux. Oui. Vraiment, c'est un film qui est très mystérieux et pour moi qui est très bizarre. On ne sait pas ce que l'un et l'autre ont dans la tête. Et on voit que le combat, on voit que la lutte, c'est ça qui est important. On ne peut pas dire moralement celui-là il est bon, celui-là il est mauvais, ou alors le film n'a pas sa portée, il ne veut rien dire. Invitez-moi à danser. C'est à moi que ce discours s'adresse. Ça m'en a tout l'air. Marc, je t'en prie. Vous permettez? Et comment s'appelle la belle inconnue? On m'appelle la Houpa. Eh bien, la Houpa! Rumba! C'est d'un goût. Parce que c'était de bon goût avant. Je me sens d'une humeur étrange. Tout me plaît. Il me semble que je vous aime plus que les autres jours. Vous êtes un amour cette nuit. Qu'il est con. Et vous cette nuit, vous êtes une beauté. D'ailleurs, vous êtes toujours belle. Une orangeade? Oui, avec un peu d'arsenic dedans. Tu danses avec mon amoureux, Jézabel. Je te dis que tu danses avec mon amoureux. Putain. Mais quel con, Vulcan! Oh, yes! Oh, yes! Non! Où as-tu mal? En 1977 sort un des très très bons films de Patrick Devers. Il s'agit de Le juge Fayardi, le shérif, tourné par Yves Boisset.
On va d'abord entendre d'ailleurs Patrick Devers parler de son rôle, une fois de plus, avec une très grande liberté. Et je voulais rajouter une chose par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure sur le jeu de Patrick Devers, sur le fait qu'il était un modèle aujourd'hui pour les jeunes acteurs et les jeunes actrices. Il y avait autrefois un prix Jean Gabin que l'on décernait aux acteurs et actrices en devenir. Et il y a quelques années, on a transformé ce prix Jean Gabin en prix Patrick Devers. Eh bien, je crois que ça veut tout dire. Si vous avez vu le numéro que j'ai consacré à Jean Gabin, et j'ai parlé plusieurs fois de Jean Gabin, c'est pour moi le plus grand acteur du monde, à mon avis, à mon humble avis, chacun le sien. Et Jean Gabin, c'est l'acteur du naturel, ce jeu très naturel qui s'est quand même un peu perdu aujourd'hui. Mais Patrick Devers était aussi un héritier de Jean Gabin. Et ce jeu naturel qu'incarnait Jean Gabin, on le retrouve chez Patrick Devers. Et d'ailleurs, si on regarde, il est mort à 35 ans, Patrick Devers. Regardez les films de Jean Gabin d'avant-guerre. Pépé le Mocco, Le jour se lève, La Bandera, Le Quai des Brumes. On y voit un jeune homme qui est aux prises avec la société. Les rôles que jouait Jean Gabin avant la guerre auraient tout à fait pu être interprétés par Patrick Devers. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Je reviens à ce très bon film d'Yves Boisset, Le juge Fayard dit le shérif. En voici un extrait avec juste avant ce que pense de ce rôle Patrick Devers, comment il s'est mis dans la peau. Je vous rappelle que ce film, c'est l'histoire vraie de l'assassinat du juge Renaud à Lyon dans les années 70. Regardez Patrick Devers, Le juge Fayard dit le shérif. Parler un petit peu avec des juges d'instruction parce que je ne comprends pas comment on pouvait être juge d'instruction, donc je ne pouvais pas comprendre comment je pouvais interpréter un personnage comme ça. Je ne comprenais pas comment on pouvait devenir juge d'instruction. Je leur ai dit, mais comment vous vous permettez, parce qu'avec Poisson on a rencontré quelques juges, on dit comment vous vous permettez de pouvoir penser à la place des autres, de pouvoir dire ce personnage-là est coupable, de vous considérer comme le bon Dieu. Enfin, ces gens-là, on dit c'est une chose à laquelle on refuse de penser, on n'y pense pas. Nous sommes des fonctionnaires, nous faisons notre métier. Ils sont très 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 cyniques. Et ça m'a... Alors là, je me suis dit, ah bah voilà, alors maintenant je peux le jouer, ça y est, j'ai compris. Ubu? Ubu, tu es là? Les salauds! Vous avez trouvé la surprise? Dites à votre juge qu'il arrête ses conneries. Parce que nous aussi, on pourrait faire une descente tous les soirs. Juste pour faire peur aux bourgeoises. Tu vas m'attendre ici. Tu t'enfermes à double tour et tu attends que je revienne. Non, 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 ne me laisse pas! Et vous? Vous avez votre carte? À la prochaine menace. Au plus petit incident concernant Mademoiselle Louvier, je vous ferme la boutique, moi. Je pose des scellés, j'embarque tout le monde. Et je commence par vous. Qu'est-ce qu'il dit? Il est sous. Allez, venez. Messieurs, messieurs! Vous bousculez pas, monsieur le juge, enfin, vous voyez bien qu'il n'est pas dans son état normal. Mais il est sous, ce type! Monsieur le juge, je vous en prie, écoutez, rentrez chez vous. Allez vous reposer. Enfin quoi, vous êtes juge? Où vous croyez-vous? Dans un bordel? Dans un bordel? L'année suivante, en 1978, Patrick Devers retrouve Bertrand Blier et Gérard Depardieu, ainsi que Carole Laure, qui est au générique de Préparez vos mouchoirs, qui est une comédie où l'on voit aussi Michel Serrault, qui fait une composition magistrale. Je ne vais pas vous proposer un extrait du film, mais une interview de Patrick Devers qui fait la promotion de ce film. C'est une émission à la télévision canadienne au Québec. Et vous allez voir, les questions du journaliste sont un peu bizarres. On ne sait pas s'il veut se donner un style, on ne sait pas, mais Patrick Devers est un peu interloqué par les questions et par ce que lui dit cet intervieweur
Et je vous laisse regarder, vous allez voir une fois de plus. Bon, Patrick Devers reste très poli, très courtois comme il sait l'être, sauf quand il perd ses nerfs, ça lui est arrivé. Regardez donc cette interview qui a été faite lors de la sortie de Préparez vos mouchoirs. Patrick Devers, quelle santé, hein. Quelle santé vous avez, hein. Oui. Non. oui, quelle santé. Quelle carrure aussi. Et alors, je ne sais pas si vous avez conscience, quand vous jouez avec votre carrure comme ça, non? Quand vous bougez. Bah non, moi je fais exactement comme je suis, je cherche pas midi à 14h. J'ai pas l'impression que je joue avec moi, quoi. Bah, vous savez quand même que Depardieu et vous avez développé dans le cinéma français une façon de jouer qui ne se pratiquait pas dans le cinéma français. De manière beaucoup plus athlétique, comme ça, d'aborder l'interprétation, non? Athlétique? Oui, oui. Je sais pas, non, enfin, j'avais pas vu ça du tout sous cet angle-là. Athlétique, vous dites? Sportif, quoi. Oui. Bah oui, enfin, je sais pas, ça doit venir du fait que Gérard fait beaucoup de sport et moi aussi. Alors, parce que ça fait du bien, ça entretient, ça calme la tête. De toute façon, mais moi, je crois pas que c'est tellement une nouvelle façon de jouer. Je crois que comme Gérard et moi, on est plus jeunes que les autres acteurs, enfin que les autres vedettes jusqu'ici. Voilà, on est des acteurs de notre génération, quoi. Alors évidemment, comme tous les gars de notre génération, on imagine les choses un peu autrement peut-être, et on joue donc autrement. Entre deux prises, on va souvent boire un verre. Ouais. Pendant un tournage, l'attente, c'est vraiment très, très dur, nerveusement. Alors, il vaut mieux faire autre chose, il vaut mieux aller faire du skateboard dans la cour. Depardieu, c'est un des acteurs avec lequel je me sens le mieux, mais parce qu'on se connaît depuis très très longtemps. Et puis avec Gérard, on joue l'un avec l'autre, on joue pas l'un contre l'autre. Souvent, vous savez, il y a des acteurs qui se disent tiens, j'ai joué avec machin, faut que je sois à la hauteur. Non, pas du tout. Nous, on s'appuie entièrement l'un sur l'autre. On croit toujours que c'est l'autre qui va faire le truc. Et puis, je crois que c'est réciproque. Comme on se connaît bien, comme on sait que tout ce qu'on pourra se faire, ça ne sera pas mal pris, puisqu'on est très copains, on peut se faire des blagues, des choses inattendues, je veux dire, toujours tout le long, pendant la prise. Et on sait que la réaction sera toujours bonne. On s'amuse, quoi, on se fait des blagues. En 1979, deux films très importants dans la carrière de Patrick Devers. Le premier, c'est le film de Jean-Jacques Hano, Coup de tête. Et on va en voir un extrait parce que pour moi, c'est un de ses meilleurs films. Et juste avant, je vous propose d'écouter Jean-Jacques Hano qui revient sur le tournage de ce film parce qu'en fait, Patrick Devers a failli ne pas faire le film. Retrouvons tout de suite Jean-Jacques Hano qui nous raconte comment le film a pu se faire avec Patrick Devers, malgré les problèmes personnels dont il va nous parler. Moi, ce qui me plaisait, c'était le côté lunaire de Patrick, le côté nocturne. Ce n'est pas un secret. Le problème que j'ai eu, c'est que mon producteur, qui était Alain Poiret, chez Gaumont, ne pouvait pas accepter de le prendre car il n'était plus assurable. Il n'était plus assurable parce qu'il consommait beaucoup de substances. Et je me souviens, je l'ai invité dans un restaurant aux Champs-Élysées et je lui ai dit, Patrick, tu sais très bien que j'ai vraiment envie de toi, je pense que toi tu es le rôle. Mais on ne va pas pouvoir le faire parce que tu n'es plus assurable. Là, il m'a regardé longuement, vraiment très longuement, et les yeux s'encillaient. Il m'a dit, j'arrête. Et il a arrêté. Patrick était un fauve, mais c'était aussi un chaton. Et j'ai toujours cru qu'il allait me péter la gueule, parce que lorsque je faisais une mise en place et que je faisais la première prise, il me regardait avec un œil d'enfant, il me disait « Alors ?» Et il voyait que j'allais lui dire « Ben, ça pourrait être mieux si, au lieu de te pencher trop, là tu sors du cadre, etc. » Il bondissait sur moi. Il était fort comme un Turc, il faisait de la boxe. Il m'arrachait comme ça, il me montait, il me levait, avec une tête d'assassin, et je me disais, je vais perdre mes dents là, hein. Et il me reposait tout gentiment, et il me disait, tu vas voir la prochaine. Malheureusement, j'ai senti qu'il était pas bien. Très peu de temps avant son suicide, il m'avait
enlacé et pleuré beaucoup sur la chemise que je venais d'acheter pour les Césars. Moi j'avais eu un César, je ne sais plus pour quel film, et Depardieu évidemment avait aussi eu le César et pas lui. Et donc il disait, ben oui, moi je suis qu'un nul, j'aurai jamais un César, etc. Et Depardieu lui disait, mais pauvre con, bien sûr, c'est normal, t'es qu'un con, t'es un mauvais acteur. Parce que Gérard, il est comme ça. Je disais, Gérard, arrête, hein, tu lui fais de la peine. Fais de la peine à ce connard, etc. Bon, Gérard ne s'en souvient sûrement pas de ça. Mais moi, j'ai eu Patrick qui tremblait de chagrin. Parce que c'était pas le César, il s'en foutait aussi du César. Mais c'était le fait que la profession ne l'aimait pas. Et qu'il se trouvait pas aussi bon qu'il l'aurait souhaité. Donc, il était très attendrissant. Pour vous dire le niveau de sympathie que j'avais pour lui, moi j'ai depuis très longtemps une maison à la campagne, et j'avais caché une clé pour lui, qui est toujours. J'ai changé les serrures, mais la clé est toujours là, parce qu'il aimait venir se reposer dans ma maison. Et il venait, sans me prévenir, et il restait une semaine, et il partait sans rien déranger, etc. Je lève donc mon verre à François Perrin. Numéro 9 sur le terrain, mais ce soir, à cette table et dans nos cœurs, numéro 1. Moi, je lève mon verre à la plus formidable bande de salopards que j'ai jamais rencontrée. Je lève mon verre au tas d'ordures qui m'entourent. Il y a de quoi remplir une sacrée poubelle. Si c'est une plaisanterie, j'avoue que je ne la trouve pas très drôle. Silence! Nom de Dieu! J'essayais de vous faire rire. C'est l'histoire d'un mec qui viole une fille. Et comme on a besoin de lui pour jouer au foot, on accuse un pauvre connard. Vous le connaissez, président? Ouais? Je vais la raconter. Asseyez-vous! Vous serez bien pour rigoler! Asseyez-vous! On ne bouge pas! S'il y en a un qui se lève, je raconte tout à la presse. Tout ce que je sais. On se tait! C'est moi qui parle, maintenant. Et donc toujours en cette année 1979, l'autre grand film qui a marqué, qui est peut-être celui qui a le plus marqué la carrière de Patrick Devers aux yeux du grand public, c'est bien sûr Série Noire d'Alain Corneau. On a dit beaucoup que ce film, que le personnage qu'il interprétait avait beaucoup influé sur son mental déjà fragile, parce que bon, Patrick Devers, il était à la fois fort et fragile, mais c'est un peu le cas de tout le monde. Et j'ai choisi une scène parce qu'il est impossible de ne pas parler de Série Noire. Et cette scène, vous l'avez sans doute vue, peut-être si vous ne l'avez pas vue, vous allez voir à quel point son jeu, il ne truque pas. Patrick Devers, ce n'est pas quelqu'un qui triche, ce n'est pas un truqueur. Il joue avec son âme. C'était vraiment un acteur très exigeant, qui ne choisissait pas les rôles les plus faciles. Il cherchait toujours à faire quelque chose de différent à chaque fois. Et surtout, quand il jouait, il était vraiment le personnage qu'il incarnait. Je crois que c'est vraiment très rare. Souvent, je vous dis que bon, il y a beaucoup de bons acteurs, mais c'est un jeu assez théâtral. Il y a des acteurs quand même qui sont souvent très cabots, hein, qui font un peu toujours la même chose, qui trichent un peu, qui font une interprétation du réel. Patrick Devers, pas du tout. Il est vraiment le personnage, il le vit tellement à l'intérieur. Et dans la bande-annonce de ce petit numéro, je vous disais que Patrick Devers est un exemple encore, je crois, pour les jeunes actrices et les jeunes acteurs. Il incarne quelque chose, un modèle qui est très fort, parce que justement, ce modèle vient de la vérité, de sa vérité intérieure. Et c'est très dur de montrer sa vérité intérieure. Mais c'est à ce prix, je crois, qu'on devient un véritable artiste. Et Patrick Devers, c'était un véritable artiste avec un A majuscule. Regardez Patrick Devers dans Série Noire.
C'est ça la môme, ouais. Barre-toi, ouais. Va te faire tringler chez les flics. Salope. Parfait, hein. Comme ça, je garde tout pour moi, hein. T'enverras pas un rond du fric de la vieille. Pas un rond, t'entends? Pas un rond. D'ailleurs, tu t'en fous du fric, toi. Tu planes, toi. Mais pourquoi tu t'en fous du fric? T'es bien qu'une petite pute. C'est à cause du fric que t'es venu me chercher. Non? C'est ça que tu voulais, non? C'est ça qui t'excite, non? Mais dis-le! Dis-le qu'il y a que ça qui t'excite! C'est quand même pas moi! Qu'est-ce que t'en as branlé d'un connard comme moi? Connard! Pauvre connard! Pauvre connard! Mona, mais pourquoi? Pourquoi moi? Je t'aime, Mona. Je t'aime tant. Et après cet extrait, je vous propose de retrouver Patrick Devers. Le film Série Noire a été présenté au Festival de Cannes, il a fait sensation. Patrick Devers est invité sur un certain nombre de plateaux télé, notamment celui de Michel Drucker. Écoutez Patrick Devers nous parler du tournage et de la fin du tournage de Série Noire. C'est épuisant que vous ait confié. Oui, j'étais tenu par 4 personnes, je voulais absolument me défenestrer, je m'en souviens, ça a duré 1 mois. Ouais. 1 mois, je voulais me suicider. Vraiment? Ah, je voulais mourir. Je voulais mourir parce que j'en avais marre du métier, j'en avais marre de tout. Je pensais que jamais j'arriverais à faire un film mieux que ça. Vraiment. Vous considérez que ce film-là est pour vous le plus parfait, techniquement? Ah oui, pour moi c'est le meilleur. Ouais, pour vous c'est le meilleur. C'est le meilleur que j'ai fait, c'est celui où on m'a fait le plus confiance, alors c'est normal. Chaque jour me demandait beaucoup plus nerveusement. Vous savez, il y a des jours où quand on tourne, il y a des jours cool, puis il y a des jours où il faut se remuer un peu, puis il y a des jours où là, aujourd'hui c'est pas important, on peut carrément penser à autre chose, on peut rigoler avec les copains. Là, c'était pas le cas. Là, tous les jours, il y avait. Mais c'est à cause du scénario, je veux dire, c'est à cause de ce qu'il y avait à jouer. Tous les jours, c'était très grave. Hein. Tous les jours, le film était un peu remis en question. Alors que d'habitude, sur un film, il y a 5 scènes avec pas mal de scènes autour, mais il y a 5 scènes qui sont des scènes clés. Tandis que là, tous les jours, c'était un tournant du film. Est-ce qu'on en sort intact de tous ces rôles? Moi, je pense que de toute façon, quand on fait par exemple le rôle d'un meurtrier, qu'on fait des gestes de meurtre, ben, c'est quand même des gestes qui restent. Je veux dire, c'est bon, entre tuer quelqu'un pour de vrai et tuer quelqu'un au cinéma, il n'y a que la mort d'une personne qui change, mais finalement les gestes sont toujours là. Moi je pense que oui, ça doit taper un petit peu le mental. Et en 1980, Patrick Devers tourne Un mauvais fils, qui est un film de Claude Sautet, qui est pour moi un de ses meilleurs films. Et il y joue un personnage qui est très proche de lui. Il y est question de problèmes de drogue, d'héroïne, c'est pas la plus simple. On connaît bien sûr Claude Sautet, qui était aussi une personnalité explosive. Contrairement, quand on voit les films de Sautet, on a l'impression que tout est calme. Il a tellement filmé la bourgeoisie dans des cafés, dans le 16e arrondissement, mais la personnalité de Sautet était à l'inverse de ce qu'il filmait. Bref, on revient à Patrick Devers, et voilà, regardez ce passage de Un mauvais fils, et dans cet extrait, on retrouve Claire Morier, très grande actrice, et Yves Robert qui a été producteur, réalisateur, qui avait laissé un peu de côté sa carrière d'acteur, et il joue le père de Patrick Devers dans cet extrait. Regardez ce film, un très grand film de Patrick Devers, Un mauvais fils. Tu sais, ton père et moi, c'est pas arrivé comme ça. Ça date pas d'hier. Ça date de quand, alors? Bien sûr, c'est les circonstances qui nous ont rapprochés. Toi, et ta mère qui perdait le goût à la vie au fil des jours. Mais j'aimais ton père bien avant. Alors vous vous cachiez? Qu'est-ce que tu cherches, là? Où tu veux en venir? Pourquoi tu m'as dit que j'étais un assassin?
je l'avais tué parce que j'étais parti. Oui, tu étais parti. Et toi, où t'étais? Mais au nom de quoi tu me parles comme ça, toi? Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce qui t'a demandé de revenir? Bruno! Tu peux pas partir comme ça. Relâche-moi, toi, t'es comme lui, vous êtes deux salauds. Non, retire ça, toi. Tu entends? Retire ça tout de suite, tu entends? Au début des années 80, Patrick Devers commence vraiment à devenir un acteur qui compte et une des grandes stars du cinéma français. En 1981, sort un film qui n'a pas été vraiment un grand succès, et pourtant c'était vraiment un film qui a été voulu par Patrick Devers, qui s'appelle Plein Sud. Et on ne va pas regarder d'extrait du film, mais je vous propose de regarder une interview qui est assez amusante. Il est invité dans une émission de Pierre Tchernia qui s'appelait Jeudi Cinéma, et il nous parle de son travail d'acteur sur ce film, et vous allez voir, c'est signé Patrick Devers. De l'image du film à l'image en direct où nous sommes dans le studio, rue Cognac-Jay, et vraiment c'est un personnage qui vous ressemble très peu physiquement. Qu'est-ce que vous avez fait? Il semble avoir une démarche qui n'est pas la vôtre, vous. Ah oui, c'est vrai, oui. Parce que j'ai pris la décision dans ce film-là d'avoir les pieds plats. Non, mais vous savez, de film en film, pour pas ennuyer le public, je veux dire, il faut quand même leur faire des trucs nouveaux. Alors je me suis dit, il faut que je change quelque chose, il faut que je trouve quelque chose. Alors d'habitude, je trouve toujours des tics. Il y a des films où personne ne l'a vu d'ailleurs, mais où tout le long du film, j'ai un ongle peint en bleu. Parce que je sais pas pourquoi, je trouve quelque chose là-dedans qui fait que je m'identifie à quelque chose que je ne suis pas. Et donc, à l'aube de ces années 80, je vous disais que sa carrière allait crescendo. En 1982, sort 1000 milliards de dollars. Et c'est signé par Henri Verneuil. Henri Verneuil, c'est vraiment le réalisateur de l'ancienne école, de cette qualité française qu'on a tellement critiquée. Pas moi en tout cas, c'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est aussi la rencontre de deux mondes, parce que bon, Patrick Devers vient, lui, d'une culture très libertaire, c'est le Café de la Gare, c'est mai 68, hein, il a été sur les barricades, donc c'est quelqu'un qui a brisé tous les tabous, c'est le héros des valseuses. En face, le cinéma de Henri Verneuil, c'est le cinéma de papa, voire de grand-papa. Et c'est ce qui est intéressant, parce que justement, les grands acteurs ne voient que la qualité d'un film. Ils n'ont pas d'idées préconçues, ou s'ils en ont, ils vont vite s'en débarrasser. Et je vous propose pas de regarder un extrait du film, mais plutôt de voir quelques images du tournage de Patrick Devers. Il y a peu d'images où on voit Patrick Devers répéter avant de tourner, et je vous propose de regarder Henri Verneuil et Patrick Devers sur le plateau de 1000 milliards de dollars. Est-ce que Monsieur Devers est prévenu? Yes, sir, Oh, Mr. Devers himself is on the set. Yes, I do. Please, will you take my place? Yes. Bon, alors, pendant que tu tournes, mon petit Patrick, je te dirai le texte off. D'accord. Et tu tourneras. Attends, ah bon, quand même. Bon, répétition. Attention. Et au moment où tu vas faire ça, tu déplaces le verre. Donc, nous avons strictement personnel, Madame Gilbert, l'agence Walter. Tu tournes. Tout ça, ça sera, à partir de là, ça sera dans l'insert. Mais je te le fais tout entier pour arriver à ce plan-là maintenant. En biais comme ça, tu ouvres et tu sors ça. Et nous verrons agence Walter, détective privé. Tu prends la première photo. Tu tournes. Agence Walter. Tu mets ta photo ici. Tu glisses
le tout, parce que tout ça doit être fait assez rapidement, tu peux être... Et nous reprenons ici maintenant à ce plan, au moment où tu remets l'enveloppe à l'envers, comme ceci, ici, tu fais ça, tu prends la photo, attention c'est en plastique, hein, que tu plies en deux, oui, que tu plies en deux, et au moment où tu la mets dans la poche, cap, ça s'est allumé. Vous ne seriez pas un peu communiste sur les bords? D'abord, si j'étais communiste, je ne serais pas sur les bords, comme vous dites. Et puis réfléchissez, je serais journaliste à la télévision. Mais c'est vrai, mais faites un peu attention à ce que vous dites, vous ne vous rendez pas compte. J'ai fait une faute. Vous m'avez faute. Vous m'invitez à 4 h du matin. Vous me dites qu'il est 21 h de la veille, vous me collez un grand verre de whisky dans les mains, un verre de champagne. Avec j'ai quelques excuses. Vous voyez, M. Kerjean, quand j'étais nommé à la tête de GTI, mon prédécesseur, le vieil Adams, me prit à part et me dit, Cornelius, faites de GTI une grande société. Mais n'oubliez jamais qu'on ne peut pas être à la fois grand et être aimé. Il avait raison. Mais pourquoi je ne l'ai pas tourné? C'est sublime, Mel, c'est ça, c'est formidable. C'est formidable. Il est génial cet homme. Attention, Patrick. Je dois dire que pendant un an, j'ai fait des mecs à côté de leur pompe et là maintenant, je fais un type qui va plutôt de l'avant, qui sait ce qu'il veut et qui est buté, et qui est fort, qui est bien. J'aime bien, ça change. Vous aimez ça, changer le personnage? Ah oui, j'aime ça. C'est pour ça que vous faites ce métier? Oui, j'aime ça. Parce que j'aime bien changer de personnage. Est-ce que votre vie s'en ressent des personnages que vous jouez? Est-ce que ça vous change? Bah, ça veut dire que j'ai l'impression de vivre que quand je fais des personnages, parce que quand je ne fais pas des personnages, j'ai l'impression qu'il ne veut pas savoir vraiment qui je suis. Merdant, hein. Vous vous réalisez à travers les films, finalement? Bah oui, je suis un acteur, quoi. Je suis un pauvre acteur. Et arrive le 16 juillet 1982, ce jour fatal où Patrick Devers va mettre fin à ses jours. Il était en train de préparer le tournage de Claude Lelouch édité Marcel. Vous voyez derrière moi des images tournées par Claude Lelouch la veille de la mort de Patrick Devers. Il devait y incarner Marcel Cerdan. Ce n'est pas lui qui tournera le rôle, le film se fera quand même. Évidemment, on peut imaginer que le film avec Patrick Devers aurait certainement été meilleur, bien évidemment. Et donc le 16 juillet 1982, c'est l'été, il fait une chaleur énorme. La veille, il y a eu un orage énorme sur Paris. Le temps s'est remis au beau, la pluie a balayé tout ça, et Patrick Devers s'est tiré une balle dans la tête avec un fusil qu'il avait chez lui. Et la veille, il avait donné une dernière interview à une télévision québécoise. J'ai retrouvé ces images, ça a été très dur, j'ai essayé de les arranger parce qu'elles étaient en très mauvais état. Mais vous allez voir, ça pose, je crois, toute la question du suicide. C'est une question d'ailleurs auquel il n'y a pas de réponse. C'est comme ça. Et la personne qui veut mettre fin à ses jours, vraiment, quand ce n'est plus un appel au secours, mais une décision de s'en aller, eh bien, n'en laisse rien paraître. Et c'est ce que vous allez voir dans cette dernière interview de Patrick Devers, qui tire sa révérence avec ce sourire qu'il avait et qui parle d'un avenir hypothétique qui se terminera le lendemain matin. Voici la dernière interview de Patrick Devers. Je peux vous proposer un pacte aussi? Ouais. Il semble qu'il va peut-être y avoir de la pluie. Ouais. On termine l'entrevue. Pluie, pas pluie, on termine ici. Ah ouais, ouais, ouais. Quoi qu'il arrive. Ah, moi je suis pour. Moi aussi, je suis D'accord. pour. OK. Bon, bon. Je sais qu'aujourd'hui, vous avez eu une journée... Oui, oui, oui. Ça va se mettre à tomber. C'est vrai, parce qu'il a fait tellement chaud aujourd'hui. Aujourd'hui, depuis plusieurs jours. Ouais. Aujourd'hui, et depuis plusieurs jours aussi, vous êtes à l'entraînement. Ouais. Avec une température comme celle-là, ça doit être terrible. Oui, je suis descendu à 72 kilos, monsieur. 72 kilos, vous êtes parti de... 76. 76. Et ça, c'est en combien de temps? Une semaine. Une semaine? Ouais. Bon, mais c'est pas un entraînement strictement pour perdre des kilos. Ah non, 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 c'est un entraînement pour apprendre à boxer, d'une part, et
à essayer de ressembler à Marcel Cerdan sur un ring. D'autre part, ce qui n'est pas de la tarte. Parce que le tournage du film commence bientôt. Oui, le tournage commence dans 2 semaines. Bon, on peut peut-être, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne seraient pas encore au courant de ce que c'est que ce film-là. Alors c'est un film de Claude Lelouch qui s'appelle Edith et Marcel. Et il y a 3 personnages. Edith et non, il y a Marcel. plusieurs personnages. Bon, il y a Edith Piaf et Marcel Cerdan. Ce qui leur est arrivé, moi Claude m'a raconté, c'est pas piquer des verres. Et puis il y a... ils étaient très mystiques l'un et l'autre. Ouais. Et il y a Dieu. C'est le 3e. Le 3e. Ouais, ouais. Bon, ce film-là, donc le tournage commence bientôt. Ça va sortir en 83, 84, peut-être? Oh, non, je crois que ça va sortir plus rapidement que ça. Ah ouais? Ouais, je pense que ça va sortir... Attendez, on est en 82? 82, ouais. Juillet 82. Ouais. La veille du 14 juillet. Alors en 83, il sortira. Au cours de l'an prochain. Ouais, je pense. Moi, dès que je tourne pas, dès que je travaille pas, je suis chez moi, je tourne en rond, je contemple mes doigts de pied, je m'ennuie. Alors, mon métier, c'est de faire des films, mon métier, c'est de tourner. Est-ce que vous faites du cinéma pour durer très longtemps? Ben, j'aimerais bien, ouais. Il y a longtemps que vous habitez ici? Il y a 2 ans. 2 ans. Qu'est-ce qui vous a incité à vous en venir ici? Je suis rentré par cette porte. J'ai ouvert la porte, il y avait une copine qui m'avait dit, tu sais, il y a quelqu'un qui doit s'en aller, vivre ailleurs et tout, et il voudrait bien laisser sa maison. Alors je suis allé voir, j'ai ouvert la porte, j'ai regardé et j'ai dit ça à Paris. Ça n'existe pas, c'est la campagne, je sais pas, vous entendez les voitures là, vous entendez... Non, on entend un chien, on entend le tonnerre, c'est tout. Pourtant on est en plein milieu de Paris, c'est la campagne, c'est un endroit complètement rêvé. Et j'ai pas hésité une seconde, je veux dire, j'ai mis le paquet pour habiter ici. Et je vous assure que j'ai mis le paquet. Vous le vouliez? Ah oui. Et ça se voyait. Patrick, vous nous avez rendu visite une fois, je pense, oui. au Québec. Ah oui, c'était un beau pour voyage. un film, je me rappelle pas lequel. Ben, j'ai été présenté Coup de tête. Coup de tête. De Jean-Jacques Hano. Ouais. Et vous me disiez tantôt que vous avez gardé de bons souvenirs. Ah oui, formidable. Ah oui, j'ai trouvé que... J'ai soufflé au Québec, j'ai respiré, j'ai trouvé qu'il y avait des relations entre les gens qui étaient des relations franches, folles, contrairement à cette espèce de cérébralisme qui est en France, cette espèce de cartésianisme, on réfléchit sur tout, et j'ai toujours gardé du Québec beaucoup de respect, parce que bon, bah, vous êtes le pays qui parle la même langue que nous. À peu de choses près. Quelques expressions près. Ouais. Mais enfin, moi j'avais eu même l'idée à un moment, quand j'essayais de faire des paroles de chansons et tout, d'écrire des paroles en français, puis de les envoyer à un copain québécois, puis qu'il me les traduise en langue québécoise, et puis moi j'aurais dit voilà ce que j'ai écrit. Pas mal. Il n'aurait pas eu à traduire, il a seulement eu à adapter. À adapter. Voilà, c'est ça. Patrick Devers, merci de nous avoir reçus chez vous. Alors évidemment, on pourrait imaginer ce qu'aurait été la carrière de Patrick Devers, parce que mourir à 35 ans, c'est quand même un peu jeune. Et je vous en ai parlé en début de ce numéro. Je vais vous montrer une interview de la mère de Patrick Devers, Mado Morin, qui était elle-même comédienne et avec qui, ce n'est un secret pour personne, il a entretenu des rapports pour le moins orageux. Ils en sont même venus aux mains une certaine fois. Bon, Patrick Devers, c'était quelqu'un d'assez explosif par moment. C'était un écorché vif. Et cette interview que donne Mado Morin à TF1, elle a 91 ans quand même. Hein, et regardez-la, franchement, on lui donne 20 ans de moins. Et elle parle de son fils, c'est vraiment difficile pour elle. Hein. Vous allez voir, on sent qu'il y a beaucoup de choses qu'elle voudrait dire, qu'elle ne peut pas dire. Bien sûr, le nœud de tout ça, c'est ce mensonge familial. Et bien sûr, ce mensonge familial est à l'origine du mal-être de Patrick Devers. Et malheureusement, ce sont des histoires que l'on retrouve dans beaucoup de familles. Et vous allez voir que Mado Morin, malheureusement, ne peut pas réparer les choses, le mal est fait. Écoutez Mado Morin, la mère de Patrick Devers, parler de son fils. Vous savez, je vais vous expliquer une chose. C'est que le suicide de Patrick, cette violence, nous a tellement tous
brûlé, cassé toute la famille, mon mari, les enfants. Notre vie a été coupée. À votre avis, pourquoi au fond du fond, il s'est suicidé? Ça remonte à la petite enfance, selon vous? Non, il est né dans le ventre d'une mère qui n'a pas cessé de pleurer pendant 9 mois. Pas cessé de souffrir pendant 9 mois. Parce que le père de Patrick n'a jamais reconnu cet enfant? Non. Non. Et vous vouliez cet enfant? Bien sûr, je le voulais. C'était l'enfant de mon amour, de mon plus grand amour. Je ne pouvais pas ne pas l'aimer, ne pas le désirer. Et vous pensez que la souffrance de Patrick a commencé là? Mais bien sûr. On sait qu'une femme enceinte qui est malheureuse, elle donne à cet enfant qu'elle porte sa douleur. J'ai pensé même au suicide. Donc pendant 9 mois, je l'ai rendu très malheureux, déjà. C'est la première raison de son suicide. Et il a fallu donc attendre que Patrick ait 17 ans pour qu'un jour, vous lui disiez que son père n'était pas son père, c'était un autre homme que vous aviez aimé autrefois. Pourquoi vous avez attendu qu'il ait 17 ans pour qu'un jour il apprenne ça? Je n'osais pas lui en parler. Mon mari l'avait élevé, on était tous très heureux. Et comment il a pris la nouvelle? Il s'est amené tout bêtement en disant « Bon, écoute, alors, je suis au courant, alors, parle-moi de ce bonhomme qui m'a laissé tomber. » Oh, j'ai dit « Mon chéri, dis pas ça. Tu es l'enfant de l'amour, mon chéri. Tu es l'enfant du plus grand amour de ma vie. Tu dois être fier d'être cet enfant-là. » Tous les parents devraient dire la vérité à leur enfant. On ne doit pas mentir à un enfant. Et même son amour pour moi, il le cachait. À 13 ans. Beaucoup lui avoir menti, vous savez. Il m'en a voulu beaucoup. Moi, je me suis suicidée 2 fois, mais à chaque fois, je me suis rendu compte que c'était un appel au secours, que je voulais mourir pour exister. Mais lui voulait vraiment mourir. Il en parlait tout le temps. Et après sa mère, il y a quand même un personnage dont je ne vous ai pas beaucoup parlé tout au long de ce numéro, et bien évidemment, on ne peut pas parler de Patrick Devers sans parler de Gérard Depardieu. Et j'ai retrouvé un document que je trouve assez émouvant. C'est vrai que Devers, Depardieu, c'est vraiment toute une époque du cinéma français. À la fin des années 70, et ces 2 acteurs, Depardieu est devenu un monstre sacré. Et il est évident que Patrick Devers serait devenu lui aussi un monstre sacré. Mais malheureusement, le destin en a décidé autrement. Il y a une chose qui m'avait beaucoup marqué à l'époque, c'est ce qu'avait dit Gérard Depardieu. Il avait dit cette phrase « J'ai toujours senti la mort en lui ». Ça m'avait beaucoup ébranlé, cette histoire, il y a maintenant 40 ans. Et finalement, cette phrase qu'il avait dite, elle a été retranscrite dans un livre qu'a fait Gérard Depardieu, enfin avec un prête-plume. Et vous allez voir, il la cite dans le document que je vous propose. Et on y voit aussi Gérard Depardieu qui se rend sur la tombe de Patrick Devers. Et vous allez voir ce que dit Gérard Depardieu. Bon, c'est du Gérard Depardieu, mais il faut savoir aussi que les rapports entre Devers et Depardieu étaient quand même assez orageux par moments, de tempérament de feu. Et puis, Depardieu recevait des récompenses, il avait des Césars. Patrick Devers a été nommé plusieurs fois. Il n'a jamais eu de récompense. Ça aussi, ça l'a blessé. La vie de Patrick Devers, c'est une succession de blessures. Et on écoute Gérard Depardieu parler de son ami Patrick Devers. Patrick était quelqu'un de très douloureux. Extrêmement joyeux, mais très douloureux. Il y avait toujours quelque chose derrière lui. Je t'ai toujours connu écorché vif, grand brûlé. Je te le dis maintenant sans gêne et sans en faire un drame. J'ai toujours senti la mort en toi. Je ne peux pas m'empêcher de penser, Patrick, que si tu n'étais pas parti, c'est peut-être toi que j'aurais embrassé dans tenue de soirée. Quand j'ai su que c'était fini, je me suis dit, bah oui, quoi, rien à dire. Elle est tout de même pas surjouée comme les mauvais acteurs, et puis, je t'avoue, moi, bien en face, je m'en fous. Je veux pas rentrer là-dedans. Moi, je suis une bête. Ça m'est égal, la mort, on connaît pas. Je suis la vie, jusque dans sa monstruosité.
Voilà, j'ai essayé de vous raconter Patrick Devers à ma façon, en essayant de, non pas de comprendre la mécanique qui l'a conduit à se donner la mort, mais comment il a mené sa carrière, les choix qu'il a faits. C'était quelqu'un de libre. C'est tellement rare, les gens libres, qui a fait ses propres choix, qui a assumé ses choix, qui a certainement souffert, mais cette souffrance certainement était à l'origine de son talent, c'est terrible à dire. Mais quel acteur, Patrick Devers! 40 ans après sa mort, vous vous rendez compte, 42 ans après sa mort, c'est un acteur, c'est un nom qui parle encore à beaucoup de gens et qui parle aussi à beaucoup de jeunes actrices et acteurs. Patrick Devers, il est vivant, il est toujours vivant. C'est le nom que j'ai voulu donner à cet épisode. C'est ce qui m'est venu à l'esprit. Je crois que Patrick Devers est toujours vivant. Son jeu, sa personnalité, absolument pas démodé. C'est Patrick Devers. Voilà. Je m'attaquais à un gros morceau en parlant de Patrick Devers parce que franchement, on peut pas parler de Patrick Devers en faisant n'importe quoi. Et j'espère que ce portrait vous aura plu. Et une fois de plus, en parlant de Patrick Devers, là je crois que c'est vraiment l'occasion de le dire, le cinéma est plus fort que la vie. À bientôt.